Concernant le taux de survie à 5 ans que vous avez mentionné précédemment, il existe de bonnes statistiques à ce sujet pour de nombreux types de cancers différents. Et il semble effectivement que les taux de survie pour de nombreux types de cancers, du cancer du sein au cancer de la prostate, du cancer du poumon, à la leucémie et divers mélanomes, se sont améliorés depuis les années 1970. Ainsi, des années 70 aux années 90, jusqu'aux années 2010, le taux de survie s'est amélioré, ce qui est probablement dû à la recherche. Mais ce qui vous préoccupe davantage, c'est que le traitement lui-même et ses effets secondaires sont horribles, n'est-ce pas? C'est vrai. Et les taux de survie ne sont pas vraiment plus élevés. Ce n'est pas comme si nous avions atteint des durées de survie plus longues. Eh bien, je ne peux pas affirmer que ces statistiques sont correctes, car nous avons affaire à l'IA ici. Mais pour le cancer du sein, il y a une différence de 5% entre les années 1990 et 2010. En ce qui concerne la survie globale, pour être clair, cela signifie en réalité que le patient vit peut-être 3 mois de plus. Cela n'est pas mentionné ici. Ce sont des faits. Je connais les études pertinentes sur ce sujet. Alors, comment pouvons-nous l'empêcher? Comment empêchons-nous le cancer alors? J'ai 32 ans. Je veux m'assurer que mon mode de vie est conçu pour minimiser mon risque de cancer. Ce qui me préoccupe, c'est que beaucoup de personnes atteintes de cancer de la prostate ou d'autres types de cancers, semblent en bonne santé auparavant. Oui, au début, c'est toujours comme ça. Souvent, les gens m'écrivent « Incroyable, on m'a diagnostiqué un cancer. Je n'aurais jamais pensé à ça, je me sens bien. » Puis, ils sont traités, et soudain, ils ont l'air de la mort. J'aimerais juste savoir comment des personnes en bonne santé peuvent soudainement avoir un cancer. Eh bien, comme je l'ai déjà dit, l'évolution du cancer s'aggrave généralement chez les plus jeunes. Je reçois de plus en plus d'emails de jeunes dans la fin de la vingtaine, la trentaine, le début de la quarantaine, des cas de cancer du côlon, de cancer du sein, et ainsi de suite. Mais regarde notre mode de vie et notre alimentation d'aujourd'hui. Des choses dont je parlais auparavant, manque d'exercice, stress, mauvais sommeil, alimentation malsaine, tout cela affecte la santé de nos mitochondries. Que devons-nous faire En être conscient, pour changer notre comportement? changer de mode de vie. Je ne suis certainement pas ici pour bannir les donuts ou les céréales du petit déjeuner du supermarché. J'adore ces trucs moi-même. Mais la différence est, je n'en mange pas tous les jours, parce que je sais que si je le faisais, cela me tuerait. Sauter des repas est une bonne stratégie. Jeûne hydrique occasionnel. Il y a beaucoup de choses que l'on peut faire pour garder les mitochondries en bonne santé. D'accord. Pourriez-vous les énumérer à nouveau? L'exercice est le numéro 1. Tu as l'air en forme et en bonne santé. Tu n'as pas non plus de surpoids. Ce serait assez bien d'éviter le surpoids à long terme. Je vais y faire attention. Les gens aux États-Unis sont déjà assez gros. Et nous avons aussi énormément de cas de cancer. Mais cela se répand dans le monde entier. En Chine, il y a le plus de personnes obèses, 200 millions. Le régime cétogène serait-il une bonne prévention? Eh bien, parlons brièvement du GKI. Nous avons développé le calculateur de l'indice glucose-cétone au Boston College, mes étudiants et moi, car nous avons essayé de travailler indépendamment avec la glycémie et les cétones des patients atteints de cancer. Nous avions un appareil de mesure des cétones et un glucomètre. Donc, nous avons surveillé les cétones et la glycémie séparément. Nous travaillions avec une patiente très gentille d'Amérique qui était originaire de France. Malheureusement, elle est décédée depuis d'une tumeur du tronc cérébral. Tout cela était très difficile. Nous avons pu la maintenir en vie très longtemps, mais finalement, nous ne savions pas à l'époque ce que nous savons aujourd'hui. Donc, elle s'est disputée avec son voisin à propos d'une place de parking pour handicapés. Ensuite, sa glycémie a grimpé en flèche. Elle a couru à l'étage pour mesurer sa glycémie et elle a dit « Oh mon Dieu, la tumeur va grandir ». J'ai demandé « Comment sont les cétones ?» Elles sont toujours à 2,5 millimoles. C'est assez élevé. Normalement, elles sont basses, quand le glucose est élevé. Alors, nous avons dit, les deux valeurs prises séparément déforment la situation pour le patient. Formulons plutôt un seul chiffre. Nous divisons simplement la concentration de glucose dans le sang par les cétones, les deux en millimoles. Cela nous donne un chiffre beaucoup plus stable. Avec cela, le patient peut travailler beaucoup mieux, surtout parce qu'il sait, si je maintiens cette valeur à 2,0 ou en dessous, mes cellules tumorales croissent nettement plus lentement. Le GKI est désormais inclus dans de nombreuses études. Tu pourrais également le mesurer chez toi comme mesure préventive. En gros, nous mesurons ici le statut métabolique pour voir si nous nous trouvons dans la zone paléolithique. Un collègue chercheur à moi, le docteur D'Agostino, est par exemple toujours autour de 2. En quelque sorte un homme de l'âge de pierre dans la modernité d'aujourd'hui.
Que voulez-vous dire exactement par là? Nos ancêtres maintenaient également leur métabolisme dans cette zone. Le glucose et les cétones sont donc dans une zone préventive. Nous avions ce type de situation métabolique lorsque nous chassions les mammouths et les buffles, lorsque nous étions encore chasseurs-cueilleurs. Cela a été notre existence en tant qu'espèce pendant des dizaines de milliers d'années, et le docteur D'Agostino se trouve aujourd'hui aussi dans cette zone. Est-il constamment en cétose? Oui, cela signifie un faible GKI. Les cétones sont très élevés. Dans son alimentation, les glucides sont très limités. Il mange des légumes à feuilles, beaucoup de viande et de graisses animales, des fruits très rarement, comme le pamplemousse. Nous apprenons de la recherche sur l'épilepsie que le pamplemousse fournit une énorme quantité de vitamine C et ne fait pas monter la glycémie. C'est très intéressant. Donc on peut manger certains fruits qui nous maintiennent dans cette zone métabolique. La zone paléolithique, ce qui correspond à l'alimentation qui serait naturelle pour nous. À cette époque, il n'y avait pas de cancer. Mais votre idée ne devrait pas nécessairement être confondue avec le régime paléo. Il s'agit de régimes pauvres en glucides, comme le régime méditerranéen. Les gens me demandent constamment « Que dois-je manger? Devrais-je manger ceci ou cela ?» On devrait manger des aliments à faible indice glycémique, ce qui influence la fluctuation du taux de glucose. Une banane a un indice glycémique élevé. Avec une banane, le taux de sucre dans le sang augmente immédiatement. C'est le cas pour beaucoup de fruits. On devrait manger des aliments qui maintiennent le GKI constamment bas, peu de sucre. J'ai initialement développé cette valeur mathématique, uniquement pour les patients atteints de cancer du cerveau. Puis, il a été constaté qu'elle fonctionne pour tous les types de cancers. Avec la thérapie métabolique, nous amenons les patients à un niveau bas de GKI de 2 ou moins. Ensuite, nous utilisons des médicaments inhibiteurs de la glutamine pour éliminer ou inactiver les tumeurs. Mais maintenant, des jeunes comme toi, dans la vingtaine, la trentaine, me demandent soudainement « Qu'est-ce que le GKI ?» Certains d'entre eux mesurent donc maintenant leur valeur, même s'ils n'ont pas de cancer. Ils veulent juste atteindre cette zone paléolithique. Et cela peut prévenir le cancer, car on ne peut pas avoir de cancer si on a des mitochondries saines. Nos ancêtres avaient à peine de cancer. Cela signifie que les gens font des expériences. Que se passe-t-il avec mon GKI si je mange ceci ou cela? Est-ce qu'il augmente? On l'élimine. Vous avez également publié un article sur le cancer chez les chiens. Pouvez-vous en dire plus à ce sujet? Eh bien, une propriétaire de chien est venue me voir. Elle n'était pas scientifique. On n'a donc pas besoin d'un doctorat en biochimie pour comprendre certaines de ces choses. Elle n'avait rien à voir professionnellement avec la nutrition ou le métabolisme. Mais elle avait simplement entendu parler de ce que nous avions fait avec les souris. Et elle a appliqué la même chose à son chien. Sa chienne âgée de 7 ans avait une grosse tumeur à mastocytes sur la lèvre. Elle a donc regardé beaucoup de mes vidéos YouTube. Elle m'a ensuite écrit un message. Elle a dit « J'ai acheté du poulet cru ». Elle a dit que les loups mangent aussi de la viande crue, après tout. Alors elle a acheté du poulet et l'a coupé en petits morceaux. Elle a réduit l'apport calorique. Elle a utilisé un calculateur de nourriture pour chien pour déterminer combien de calories le chien avait besoin. Et elle a réduit l'apport calorique. Le chien a perdu seulement 5% de son poids corporel. Elle le nourrissait aussi avec de l'huile de poisson spéciale, des œufs crus. Et bien sûr, elle a éliminé tous les glucides. Pour les chiens, c'est une alimentation tout à fait normale. Puis, j'ai soudainement reçu ces photos, ou plutôt des photos de preuve, montrant à quel point le régime keto fonctionnait bien. La tumeur rétrécissait rapidement. Le vétérinaire lui avait dit auparavant, si votre chien doit survivre, vous devez lui faire subir une chimiothérapie, une radiothérapie et encore une opération. Cela va coûter une fortune. De plus, le chien va beaucoup souffrir. La propriétaire a poliment refusé. Elle a préféré essayer notre méthode. Et elle a gardé tous les enregistrements. Ce qu'elle a fait, combien elle a donné au chien, tous les détails. Donc, j'ai pu obtenir toutes ces informations d'elle. J'ai inclus mon ami Lauren Nations dans l'article car elle est vétérinaire. Qui croirait un biologiste quand il s'agit de traiter le cancer chez un chien? Nous devions avoir un vétérinaire pour confirmer cela. Les images montrent exactement ce qui est arrivé à la tumeur. Elle a simplement disparu, en quelques mois. Le chien est finalement mort d'une maladie cardiaque à l'âge de 15 ans. En général, nous ne pouvons jamais prétendre avoir guéri le cancer, car nous ne savons pas si et combien de cellules cancéreuses sont encore présentes dans le système. Nous pouvons tout au plus parler de gestion. Mais pour ce chien, je parlerai exceptionnellement de guérison, car il est mort clairement de vieillesse à un âge très avancé
Si tu veux apprendre comment intégrer le régime kétogène et le protocole PressPulse dans ton traitement contre le cancer, rends-toi simplement sur school.com/keto for cancer French, la nouvelle communauté de notre analyste de recherche Johnny Rockermeyer. Dans cette nouvelle plateforme communautaire, tu peux échanger avec d'autres patients et apprendre de leurs expériences. Tu peux également facilement rechercher les contributions que d'autres membres ont déjà partagées. Tu auras aussi accès à notre salle de cours, qui offre des recommandations pratiques et des outils pour obtenir les meilleurs résultats, avec de nouveaux contenus chaque mois. Cette section couvre toutes les parties du protocole PressPulse que tu devrais mettre en place. En commençant par les concepts scientifiques généraux du docteur Thomas Seyfried, et nous te montrons comment commencer le régime kétogène, avec un aperçu de les meilleurs aliments, et ceux à éviter. De plus, nous avons préparé une liste de médecins spécialisés en thérapie métabolique, ainsi que des informations sur les médicaments, l'inhibition du glutamine et la thérapie à l'oxygène hyperbare. Alors, jette un œil à school.com/keto for cancer French. Un autre cas où le patient a survécu des années après son diagnostic était Pablo Kelly, tumeur cérébrale. Il est mort seulement à cause d'une hémorragie cérébrale aiguë sévère après sa dernière opération. Il venait de Devon, en Angleterre. Tu connais cet endroit par hasard? C'est de là que je viens. Vraiment? Du Devon? Oh wow. Eh bien, Pablo venait de là. Il est malheureusement décédé récemment. Pablo était en tout cas un patient atteint de cancer avec une tumeur cérébrale. Le type de cancer le plus mortel, incurable. C'est du moins ce que les médecins lui ont dit. Cependant, il a refusé le traitement standard. Cela lui a valu beaucoup de gros titres. Au lieu de cela, il a suivi un régime cétogène et a fait opérer son glioblastome. Cancer du cerveau? Oui, du cerveau. Le GBM, glioblastome, est la forme la plus grave de cancer du cerveau. Auparavant, il lui avait dit qu'il était inopérable. Mais si tu fais de la radiothérapie et de la chimiothérapie, tu pourrais peut-être vivre 9, au maximum 12 mois de plus. Eh bien, Pablo Kelly venait d'une famille qui rejetait strictement ce type de médecine. C'était plutôt des personnes orientées vers une approche holistique. Alors, il m'a envoyé un email. C'était en 2014. Et il a dit « Je veux essayer cette méthode métabolique ». Donc, il a refusé la chimio et la radiothérapie. Les médecins lui ont également dit que l'ablation de sa tumeur était impossible. Puis il a commencé le régime cétogène. Je lui ai donné les informations que j'envoie à tout le monde. Comparé à l'époque, la méthode est aujourd'hui beaucoup plus sophistiquée et efficace. Je me disais juste, je ne pense pas qu'il y arrivera. Les médecins affirmaient toujours qu'il allait mourir. Le pressèrent de commencer enfin la radiothérapie. Il était en fait déjà à la clinique et s'est désisté à la dernière minute. Il a dit, je ne peux pas supporter ces bêtises. Donc, il n'a pris ni stéroïdes, ni radiothérapie. Il n'a pas reçu de chimiothérapie. Il a seulement suivi la thérapie métabolique. Il s'est même passé à la télévision pour cela. Il voulait en savoir plus sur son régime paléo, ce qui n'était pas le cas. Il mangeait beaucoup d'avocats, en plus de l'huile de poisson, des graisses saines. 2 ou 3 ans passent. Il m'écrit un email. J'ai dit, « Oui, mon vieux Pablo, je pensais que tu étais mort depuis longtemps. Toujours en vie? Qu'est-ce qui se passe? » Au téléphone, docteur Seyfried. J'étais au scanner. Les médecins étaient assez surpris qu'il soit encore en vie. Ils lui ont dit que la tumeur est toujours là et qu'elle grandit. Mais maintenant, ils pensent qu'ils peuvent l'enlever. Donc, il a suivi une approche métabolique pendant 3 ans. Il n'a pas pris d'inhibiteur de glutamine, ce qui est vraiment remarquable. Quoi qu'il en soit, il m'a demandé mon avis. J'ai un radiologue parmi mes amis. Comparé à 2014, la tumeur avait un peu grossi. Mais maintenant, le chirurgien était d'un autre avis. Il a dit « Je crois que je peux enlever la tumeur. » Les limites sont plus faciles à reconnaître. Avant, ce n'était pas le cas. Maintenant, il est devenu résécable. Donc, il a enlevé le cancer et Pablo s'est vraiment bien rétabli. Et le chirurgien a dit « Je crois que j'ai vraiment tout enlevé. » Pablo mesurait son indice glucose-cétone avec l'un de ses appareils Keto Mojo, quotidiennement, parfois même 2 ou 3 fois. Nous avons donc obtenu 5 ans de données, de sa part, directement du patient. Scientifiquement unique. Mais quoi qu'il en soit, Pablo pensait qu'il était guéri et retombe dans ses anciennes mauvaises habitudes alimentaires. Cela se voit dans ses valeurs GKI. Que s'est-il passé? La tumeur redevient soudainement visible. Cela lui a causé une grande frayeur. Il revient à un régime plus strict. 3 autres années passent. Et cette fois, la tumeur croît lentement, très lentement. N'oublie pas, le cancer du cerveau.
tue généralement très rapidement. Avec le traitement standard, on y arrive à peine à son âge. Si on atteint 2 ans, c'est déjà vraiment bien. Maintenant, ce sont encore 3 ans de plus et il a réussi à atteindre 6 ans au total. Il a dit que le cancer continue de croître plus lentement. Encore une opération. Une deuxième opération de réduction de masse. La première avait été réussie. La deuxième a également été réussie. Et maintenant, actuellement, la troisième réduction de masse. Réduction de masse? Réduction de masse signifie couper la tumeur. C'est l'ablation chirurgicale de la tumeur. Mais il n'a jamais reçu de radiothérapie ou de chimiothérapie, ni aucun des traitements dits standards. Ce qui se passe maintenant, c'est que j'ai parlé avec lui il y a seulement quelques semaines, avec Pablo. Il allait à merveille, vraiment bien. Il venait de subir la 3e ablation. Et nous avons ri. Moi, le docteur Doria et mes collègues. Pablo était de bonne humeur. Docteur Seyfried, vraiment génial. J'ai maintenant 3 opérations sur une tumeur auparavant jugée inopérable. Ha ha ha. Là, les médecins se sont complètement trompés grâce à leur thérapie. Ils voulaient constamment l'irradier, suivre le programme standard. Il a bien sûr refusé, disant qu'il continuerait avec le régime cétogène. Au total, il a survécu 10 ans. Sa tumeur a été diagnostiquée en août 2014 et il est décédé en août 2024. Ils ont essayé de retirer le dernier morceau de la tumeur de son cerveau. Il est sorti, nous parlions encore avec lui. Il a levé les pouces en souriant. 6 heures plus tard, il a eu une hémorragie cérébrale, soudaine, qui l'a tué. Donc, il n'est pas mort du cancer. Il est mort d'un problème chirurgical lors de l'opération. Quand on parle ici de survivants à long terme, on survit rarement 2 ans avec un glioblastome. Le fait qu'il ait survécu 10 ans est déjà légendaire. Et s'il n'avait pas subi cette dernière opération, l'homme serait encore en vie. Ce patient avait initialement un diagnostic terminal. J'ai dit, Pablo, tu pourrais me survivre, car d'une certaine manière, nous sommes tous incurables, n'est-ce pas? Aucun de nous ne vivra éternellement. Un jeune gars, il avait 22 ans lorsqu'il a reçu le diagnostic. Quand il est mort, il avait 32 ans. 10 ans, toujours très jeune. Et j'ai dit, tu sais, je pourrais mourir avant toi. Et nous avons ri. Nous avons passé un bon moment, et puis je reçois un email de sa femme. Elle a dit que Pablo avait des complications. Une hémorragie cérébrale. J'ai dit, que diable s'est-il passé? Qu'est-il arrivé à ce pauvre gars? Et ce n'était pas le cancer. Donc je ne sais pas combien de temps il aurait encore vécu, combien d'années de plus. Mais ce que je veux dire, ce cas prouve que nous avons raison. Si j'avais un médicament avec l'effet de la thérapie métabolique, nous pourrions aider tant de patients. Tant de gens survivraient beaucoup plus longtemps. Quand vous dites thérapie métabolique, vous parlez de la combinaison de cétogène et de réduction calorique, n'est-ce pas? Oui. Tout d'abord, tu évites les choses qui te tueront. La radiothérapie tuera beaucoup de gens. Pas tous, mais presque. Les autres experts veulent bien se disputer avec moi là-dessus, mais désolé. Les statistiques de JBM sont claires. Tout le monde y passe. Pourtant, ils veulent convaincre tout le monde de le faire. Qu'a-t-il fait concrètement? D'abord, il a refusé la radiothérapie et la chimio. Et il a abaissé son GKI à un niveau inférieur à 2 et l'a maintenu bas. Il a pris quelques compléments alimentaires et quelques autres choses. Mais il n'a pas vraiment ciblé la glutamine comme nous le recommanderions aujourd'hui. Nous avons découvert entre-temps que les médicaments antiparasitaires inhibent également la glutamine de manière indirecte. Ces médicaments sont très sûrs. On n'a pas besoin de souffrir et de tomber malade à cause des poisons de la chimio. Malheureusement, la plupart des oncologues sont totalement ignorants en ce qui concerne le régime cétogène. Ils n'ont jamais entendu parler de la recherche métabolique. Mais maintenant, les gens vont espérer le comprendre, grâce à cette vidéo. Beaucoup de gens qui ont actuellement un cancer verront cette vidéo. Ils parlent avec leur médecin. Mais leur médecin dira toujours chimiothérapie, radiothérapie, et ainsi de suite. Quoi d'autre? Que le glucose n'a rien à voir avec le cancer. L'alimentation n'aurait pas d'importance. Oui. Et que dites-vous aux personnes qui viennent de recevoir un diagnostic de cancer, dont les médecins disent « Écoutez, c'est très sérieux. Nous vous recommandons de faire de la chimiothérapie. Vous ne dites pas qu'il ne devrait pas faire de chimio, n'est-ce pas? » Je ne vous dis pas cela. Mais il est objectivement vrai que la chimio fonctionne mieux avec l'acétose qu'elle ne le fait sans, avec un GKI de moins de 2. Mes collègues avec qui nous travaillons en Turquie ont pu montrer que cela fonctionne encore plus efficacement, que les chimiothérapies peuvent être encore plus thérapeutiquement efficaces, à des doses plus faibles, lorsque l'on est en cétose. Il n'est donc pas nécessaire de renoncer aux méthodes actuelles. Je parle actuellement uniquement de la radiothérapie pour les tumeurs cérébrales. Je ne parle pas de la radiothérapie pour le cancer du poumon ou quelque chose de ce genre.
Car si l'on peut faire rétrécir ces tumeurs, les rendre très faibles et vulnérables, alors une opération, une radiothérapie ou une chimiothérapie à faible dose promettent de bonnes chances de guérison. Je pense à une bonne amie à moi, à qui on a diagnostiqué une tumeur cérébrale. Assez grave. Vous savez, c'est une femme dans la quarantaine ou la cinquantaine. J'essaie de la garder aussi anonyme que possible. Qui est simplement la personne la plus en forme et la plus sportive que je connaisse. Elle se nourrit incroyablement bien, s'entraîne jour après jour. Et je me demande, pourquoi? Comment est-il possible que quelqu'un, dont je dirais probablement qu'il est plus en forme que moi, ait soudainement une tumeur cérébrale grave et incurable? Eh bien, cette tumeur n'est pas nécessairement mortelle. Cela dépend du type de tumeur. Est-ce un glioblastome, un oligodendrogliome? Vous savez, un PNAT. Il existe de nombreux types de tumeurs différents. Eh bien, on sait qu'il ne grossit pas actuellement, mais il est grand et se trouve dans le cerveau, et doit être enlevé par une opération. Si c'est possible, d'accord. Ce que nous avons souvent observé avec les tumeurs cérébrales, c'est que la thérapie métabolique les fait rétrécir. C'est ce que m'ont dit les chirurgiens. On peut le réduire. Surtout s'il croît d'abord de manière agressive, au moins limiter la croissance et mieux contrôler l'invasion. Si on peut le réduire de manière à ce qu'il soit plus clairement délimité, le chirurgien peut l'examiner et dire « Maintenant, c'est bon. Il y a ici beaucoup de nouvelles publications scientifiques. » Plus on peut enlever ce qu'on appelle la réduction tumorale ou le debulking, plus le patient vivra longtemps. Les preuves à cet égard sont des plus claires. Mais avec beaucoup de ces tumeurs cérébrales, on n'arrive tout simplement pas à tout enlever. Il reste toujours quelques cellules invasives. Lorsque l'on irradie, on augmente énormément la capacité de la cellule cancéreuse à obtenir de l'énergie par fermentation. Ainsi, on ne peut presque plus les tuer. Mais si on peut enlever la majeure partie et ensuite mettre le patient dans un état métabolique où le cancer reçoit à peine du carburant, on peut rester en bonne santé. Comme Pablo. Parlons brièvement de vos autres expériences sur les souris. Lorsque le régime cétogène a été combiné avec une thérapie à l'oxygène hyperbare, la survie a augmenté de 80%. Oui, parfois même plus. D'accord. Alors pourquoi faisons-nous une thérapie à l'oxygène? C'est la question. Que se passe-t-il avec la thérapie à l'oxygène sous pression? Pourquoi cette méthode fonctionne-t-elle? Elle fonctionne le mieux lorsque le patient ou la souris est en profonde cétose avec un GKI super bas, d'accord? Alors regarde, nous avons une tumeur. Nous irradions cette tumeur. Comment le rayonnement tue-t-il les cellules tumorales? Elles rencontrent de l'oxygène, explosent et génèrent des espèces réactives de l'oxygène, les ROS. Et c'est comme marcher sur une mine terrestre. Elle fait exploser la tumeur, n'est-ce pas? Les cellules cancéreuses se protègent elles-mêmes, bien qu'elles produisent beaucoup de ROS. Elles sont déjà presque en train de mourir, mais elles disposent d'un système antioxydant très puissant. Et de manière intéressante, elles se protègent aussi grâce au glucose et à la glutamine. Jusqu'à un certain point, pas seulement pour la production d'énergie. Elles les utilisent comme protection contre les ROS. Incroyable, non? Rose? ROS, espèces réactives de l'oxygène. Elles sont cancérigènes et extrêmement mutagènes. Elles détruisent nos protéines, lipides et acides nucléiques. Ce sont des molécules agressives. L'irradiation produit donc des ROS dans le micro-environnement, qui tuent et détruisent les cellules, aussi bien les cellules normales que les cellules tumorales. Mais si l'on veut cibler les cellules tumorales avec des ROS, sans perdre ses cheveux, sans que les gencives saignent, toute cette folie, alors on fait ceci. On le met en profonde cétose. Il a donc un faible GKI. Ensuite, on applique la thérapie à l'oxygène hyperbare, où l'oxygène est directement dissous dans le sang. C'est mieux que de simplement respirer de l'oxygène à 100%, car on peut réellement dissoudre l'oxygène dans le système sanguin. Ensuite, on prive la tumeur des deux carburants qui la protègent. Cette thérapie tue alors la tumeur de l'intérieur grâce aux ROS. Seules les cellules tumorales sont attaquées, pas les tissus environnants. Tu tues donc sélectivement les cellules tumorales, sans dommages collatéraux pour le reste de ton corps. En fait, les autres cellules deviennent même super saines, car elles brûlent des cétones et de l'oxygène pur. Incroyable. Est-ce que ça fonctionne bien? Super bien. Des résultats spectaculaires. Il faut vraiment connaître la biochimie et comprendre la physiologie de son propre corps, ainsi que la biologie évolutive. Comment les profanes peuvent-ils y arriver? Il ne s'agit pas vraiment d'intelligence. La plupart des gens préfèrent des principes plus simples, qu'ils peuvent suivre et appliquer. Cela devrait aussi être rapide. Oui, bien sûr. Eh bien, tout cela n'est pas si super compliqué. Mais il est vrai que le patient doit participer.
dans une thérapie métabolique. Le succès repose fortement sur tes épaules. Tu ne restes pas simplement figé là, pendant que ton médecin te poisonne ou te bombarde de radiation. Pour que la thérapie métabolique fonctionne, le patient doit vraiment y contribuer. Il s'agit de toi et de ta santé. Tu es responsable de ta survie, parmi nous. Veux-tu vraiment confier ton existence précieuse à quelqu'un qui pourrait en savoir moins sur la maladie que toi-même? Peut-on être génétiquement prédisposé au cancer? Oui, mutation de la lignée germinale. Cela aussi peut être géré. Me recommandez-vous, en tant qu'homme sportif de 32 ans, actuellement sans cancer, touchons du bois, de suivre un régime hypocalorique et cétogène pour garder mes mitochondries et mon métabolisme en bonne santé? Devrais-je donc être dans un état de restriction calorique? Je dis qu'il est bon de réduire ses calories de temps en temps. Nos ancêtres de l'âge de pierre n'avaient pas le choix. Il n'y avait pas de kebab à chaque coin de rue. Il n'y avait pas de donuts. Il n'y avait pas le type de glucides transformés qui sont disponibles de nos jours. Devrais-je jeûner? Faire du keto? Je ne veux pas te dicter ce que tu devrais faire. Je suis scientifique, pas médecin. J'étudie ce qui cause ces choses et j'analyse comment on peut les gérer. Tu devrais lire ce que je dis, puis décider toi-même comment tu veux mener ta vie. Regarde les informations. Quelle est votre opinion sur le jeûne hydrique? Le jeûne est une méthode puissante pour entrer en cétose, mais ce n'est pas facile. Essaie donc tranquillement. Tu verras alors comment tu te sens. Cependant, le jeûne hydrique n'est qu'une arme dans notre arsenal. Arrêter brusquement n'est peut-être pas la meilleure stratégie. Dans le sens, aujourd'hui, je vais encore beaucoup manger. Et puis c'est tout. Je l'ai fait comme ça aussi une fois, au 2e et 3e jour. On ressent vraiment ce qu'est la faim. Tu peux me croire. Le jeûne n'est pas facile. C'est pourquoi nous avons une autre approche. Un régime sans glucides pendant 2 semaines, 14 jours. 0 glucides. Tu manges de la viande, du poisson, du poulet, ce que tu veux, mais pas de pain, pas de pâtes, ce genre de choses. À quelle vitesse entrons-nous en cétose? Les gens m'en parlent en termes élogieux. Mesure ton indice glucose cétone. Comment? Avec le dispositif de mesure Keto Mojo. Tu peux l'acheter sur Amazon. Achète-le. Il existe déjà de petits appareils de mesure en temps réel pour la glycémie, mais les appareils pour la cétose prendront encore un certain temps. Actuellement, on utilise le Keto Mojo, ou d'autres appareils où l'on se pique le doigt, on imbibe une bandelette de sang et on l'insère dans l'appareil. Il te montre le taux de glucose. Presse bien le pouce à nouveau. Prends la bandelette de cétone. Touchez le sang avec l'appareil de mesure. Cela montre la valeur de la cétose. Appuyez sur le bouton, la valeur GKI apparaît immédiatement. D'accord. Très simple. Tout le monde peut l'acheter sur Amazon, se procurer l'appareil de mesure, acheter les consommables et tester soi-même. C'est ce que devraient faire les patients atteints de cancer. Pablo a également mesuré assidûment pour connaître le statut, à quel point on est en cétose. Je crois que j'y étais une fois. Je ne suis pas sûr, car je n'ai pas mesuré. Mais je pense que j'y étais. Peut-être, peut-être pas. Cela prend du temps pour y être. Il existe d'autres méthodes de mesure comme l'air expiré ou les bandelettes urinaires, mais elles ne valent pas grand-chose. La mesure sanguine est la plus précise. Mais c'est assez difficile d'y rester. N'est-ce pas? Je l'ai souvent entendu. Les tentations sont si variées de nos jours. Le néandertalien n'avait pas le choix, mais il ne connaissait rien d'autre non plus. Le régime pauvre en glucides était tout ce qu'il connaissait. Des milliers et des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'années, une éternité. Il ne disait pas « je vais descendre au bout de la rivière pour me prendre 1 kilo de donuts au chocolat ». Non, ça n'existait pas. Il devait vivre ainsi. Aujourd'hui, nous avons tant de tentations. Toutes les choses pour lesquelles nous sommes programmés biologiquement. Quand on voit l'obésité, c'est l'évolution en action. Ce sont les descendants de nos ancêtres lointains qui pouvaient stocker l'énergie si efficacement. Pendant la majeure partie de notre existence sur cette planète, nous étions une espèce qui devait se contenter de peu d'énergie. Ainsi, de tout ce que nous mangions, très peu était gaspillé. Chaque gramme de sucre en excès est transformé en graisse et stocké en réserve. Ces gens sont des personnes éco-énergétiques. Et soudain, nous nous retrouvons dans un monde où nous avons tout. C'est l'évolution en action. C'est déjà un phénomène, de voir comment nous, les humains, pouvons stocker l'énergie de manière si efficace. Car nos ancêtres ont souffert des influences environnementales. De terribles famines, nous devions parcourir de longues distances. Nos corps devaient évoluer en conséquence. Nous devions stocker le peu que nous obtenions de l'environnement. Maintenant, 300 millions d'Américains vivent dans un environnement alimentaire où ils se voient presque servir des sucreries directement à leur porte.
Aujourd'hui, on n'a même plus besoin de quitter la maison pour un donut rapide. Téléphone portable allumé, service de livraison, ou directement depuis le siège conducteur. Plus de dépenses d'énergie, mais un apport énergétique sans fin. Pensez-vous que les informations sur l'IGC apporteront beaucoup aux gens? C'est déjà assez dur, je crois. Je ne suis pas ici pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire. Je suis juste ici pour expliquer pourquoi nous avons tous le cancer. Le cancer n'est pas un mystère. C'est toute une évolution biologique, tu comprends? Évolution humaine. Presque tout ce que je dis a donc parfaitement du sens. Malheureusement, cela ne fait plus partie de notre éducation scientifique aujourd'hui. Les patients ont-ils besoin de discipline? Oui, pour rester profondément en cétose, oui. Alors, la discipline est importante. Tu sais, chaque grande religion mondiale avait un aspect du jeûne, que tu sois musulman, juif, ou peu importe, catholique, hindouiste, peu importe. Ils avaient et pratiquaient toujours une forme de jeûne. Pourquoi jeûne-t-on? Parce qu'on veut purifier son corps. Tu veux te rapprocher de Dieu. Tu veux avoir le sentiment de contrôler. Et si tu le combines avec la prière, c'est encore mieux. Donc il y avait une raison de faire tout cela. Et les gens reconnaissaient que leurs ancêtres tribaux savaient quelque chose de ce genre. Mais nous ne faisons plus cela aujourd'hui. Nous ne renonçons plus à la nourriture pendant 40 jours, comme Jésus l'a fait dans le désert. Mais entre nous, c'est tout à fait faisable. Je le sais, parce que je peux regarder ton poids et dire combien de temps tu tiendrais. Avec de l'eau, rien d'autre. Comment le sais-je? Parce que George Cahill, un bon ami, le défunt George Cahill, dirigeait le Joslin Diabetes Center, et il a étudié des personnes qui jeûnaient uniquement avec de l'eau. C'était encore inexploré à l'époque. Il s'agissait des prisonniers dans les camps de concentration, qui étaient affamés jusqu'à la mort. Nous savons donc ce qui se passe. Voici un exemple. Angus Barbery a vécu 377 jours sans nourriture. George Cahill a fait jeûner certains de ces individus obèses pendant 250, 300 jours. Que se passait-il biologiquement? Le corps passe à la combustion des graisses pour les cétones, une fois que le foie n'a plus de glycogène. Les os stockent des minéraux. Tu peux extraire des minéraux de tes os. Les minéraux se trouvent aussi dans la graisse corporelle. Les vitamines sont également stockées dans la graisse. Beaucoup de vitamine D. En dehors de la perte de poids, que se passe-t-il d'autre? Comme nous l'avons dit, les personnes religieuses jeûnaient autrefois pour se rapprocher de Dieu, ce qui, pour moi, semble indiquer une amélioration des performances cognitives. Oui, et cela vient de la combustion des cétones. Lorsque tu brûles des cétones, lorsque ton cerveau commence à passer aux cétones, ton énergie change. L'ATP par calorie provenant d'une cétone augmente l'efficacité de la phosphorylation oxydative. Donc on est plus concentré? Énormément. Cela apporte d'énormes avantages à la chasse. Si tu dépends vraiment de tuer un animal pour survivre et que tu es en train de chasser, alors tu es concentré, car si tu n'es pas concentré, tu mourras de faim. Ainsi, chaque organe sensoriel de notre corps est extrêmement activé. Lorsque tu te trouves dans cet état cétogène, ce que nous faisons de nos jours, c'est de nous promener partout avec des écouteurs. C'est comme si nous nous privions nous-mêmes de la base naturelle pour nous concentrer sur quelque chose. Nous ne sommes pas seulement, toi et moi, ici depuis, disons, les 100, 200, 400 dernières années. Nous sommes les descendants de personnes qui étaient comme nous il y a des centaines de milliers d'années. Ils n'avaient simplement pas la technologie que nous avons aujourd'hui. Mais si tu pouvais amener un homme de l'âge de pierre d'il y a 500 000 ans et lui donner des donuts, il dirait qu'il est mort et au paradis. Il serait ravi parce qu'il n'aurait plus besoin de sortir pour chasser des prédateurs. Il serait aussi d'accord pour recevoir la nourriture par la fenêtre de la voiture. Kebab, pizza, beignets. Imagine que nous leur donnions plein de sucreries. Penses-tu qu'ils ne mangent vraiment pas ces donuts? Bien sûr qu'ils le feraient, sans exception. Il y a des chimpanzés qui vivent avec une famille. En Floride, j'ai vu ça sur YouTube, les chimpanzés mangent avec la famille et ils nourrissent les chimpanzés avec des toasts à la confiture. Ils tapent sur la table. On pense qu'ils deviennent fous. Les chimpanzés adorent les toasts à la confiture. Ont-ils des enfants? Oui, 2. Quels conseils donneriez-vous à vos enfants s'ils entendaient cela maintenant? Comment peuvent-ils réduire leur risque de développer un cancer ou d'autres maladies? Ils diraient d'abord, « Papa, pourquoi ne le fais-tu pas toi-même? Je ne dis à personne ce qu'il doit faire. » Ou « Comment exactement? J'explique seulement la science derrière, comment le cancer se développe et fonctionne. » Mes enfants, mes 2 fils, sont tous très, très réussis. Et ils ont dit que si jamais nous avions un cancer, nous ferions la thérapie métabolique. Pas nécessairement avant. Et j'ai dit,
Le plus important est l'entraînement sportif et de faire de bons choix alimentaires. Je veux dire, ne te méprends pas. Je mange des donuts. Je bois de la bière. Ou du whisky. Pourquoi? Parce que j'aime ça, bien sûr. Mais je ne vais pas le faire tout le temps. Je ne suis pas un ascète. Je mange de la pizza, bien sûr, mais je ne vais pas le faire tout le temps. Je fais du jeûne intermittent. Je ne mange rien pendant 18 à 20 heures d'affilée. Je fais beaucoup de sport à l'université, à la salle de sport et dans les installations que nous avons là-bas. Si je devais avoir un cancer, je devrais mordre la balle et faire ce que je sais qui fonctionne. Même si ce n'était pas agréable, le jeûne et le régime cétogène sont toujours mieux que d'être irradiés et empoisonnés. Je te le dis. Si vous êtes convaincu que le cancer est en réalité une maladie métabolique qui se trouve dans les mitochondries, pourquoi n'optimisez-vous pas votre vie pour qu'elle soit métaboliquement parfaite? Parce que je vis dans la même société que toi. Je suis aussi un être humain, et certainement pas un moine. Je ne vais pas m'asseoir dans un monastère et prier quelque chose, parce que nos aliments sont tellement savoureux. Je suis tout autant un membre de cette société que toi, et je profite des choses qu'elle nous offre pour rendre notre vie un peu plus agréable. Il n'y a rien de plus beau que d'aller bien manger, discuter, boire du vin et savourer la vie. Profitez du moment. On devrait essayer de rester toujours dans une telle zone métabolique. Cela minimise le risque de cancer. Aux États-Unis, des élections ont lieu en ce moment. Trump contre Kamala Harris. Si vous gagnez l'élection et deveniez président des États-Unis, introduiriez-vous des règlements ou des lois concernant l'industrie alimentaire? Que feriez-vous? Eh bien, l'industrie alimentaire n'est pas unidimensionnelle, elle a de nombreuses facettes. Et en général, je ne ferai probablement rien au début. Je ne suis pas un grand fan de l'idée que le gouvernement dicte ce que l'on doit faire ou ne pas faire. Le citoyen responsable devrait prendre les décisions. Mais pour les prendre, il doit aussi être informé. Par exemple, avec l'épidémie d'obésité, il semble que les gens ne comprennent pas pourquoi tout cela se produit. Il y a une ignorance en matière de nutrition, ce qui conduit à des maladies chroniques terribles. Nous avons interdit de fumer à l'intérieur des bâtiments publics au Royaume-Uni. Parce que le tabagisme passif a également un impact négatif prouvé sur la santé des personnes qui se trouvent à proximité. Mais la décision d'une personne en surpoids d'être en surpoids ne te rendra pas gros ou malade. C'est une situation différente. Les gens décident eux-mêmes s'ils veulent vivre de manière saine ou malsaine. Ils doivent prendre soin de leur propre santé. Mais qu'en est-il des drogues? La cocaïne est par exemple illégale. Pourquoi ne peuvent-ils pas intervenir et dire « Tu ne peux pas manger de donuts sucrés, car les deux nuisent aux gens ». Les gens déclencheraient probablement une révolution s'ils ne pouvaient plus manger de donuts, contrairement à la cocaïne. Essayez donc ici à Brooklyn de retirer les donuts aux gens. Les gens deviendraient fous. Il s'agit du fait que les gens ont un choix. Personnellement, j'aime aussi Dunkin' Donuts, même si je prends généralement juste un café. Bien sûr, ils sont délicieux, les Jelly Fills et les Honey Dipped Donuts. Tout le monde adore ça. Ces trucs sont délicieux. As-tu déjà essayé leurs muffins aux myrtilles? Ils sont à tomber par terre, et je ne vais certainement pas m'en priver. Mais quand j'en mange un, je ne le fais pas tous les jours. Une fois, et c'est tout. Peut-être de temps en temps le week-end. Parfois, il se passe même 2, 3 semaines ou mois avant que je m'en accorde un autre. Mais quand tu en manges un à nouveau, tu le savoures vraiment en pleine conscience. Êtes-vous optimiste? Je suis très optimiste, car lorsque la science est bien menée, on ne peut pas réprimer la vérité. Elle finira par apparaître, les preuves scientifiques qui existent. Je ne fais qu'affiner les données. Mon travail est basé sur les découvertes d'Otto Warburg, un génie. Il était un géant dans le domaine de la biochimie. Ce n'est pas comme si j'avais tout inventé. Je ne fais qu'élargir ce qu'il a découvert, une nouvelle dimension, et je le rends pratiquement applicable, ce qu'il n'a jamais fait. C'est donc juste une extension de la base de connaissances, une mise à jour avec de nouvelles découvertes. Pourquoi cela vous tient-il tant à cœur? Pourquoi cela me tient-il tant à cœur? Je ne fais pas cela pour l'argent. Tu sais pourquoi je le fais? Je veux voir ces principes scientifiques officiellement confirmés. Quand tu sais que tu peux maintenir ces personnes en vie, avec une meilleure qualité de vie, basée sur les découvertes scientifiques, c'est extrêmement satisfaisant. C'est satisfaisant de savoir que c'est vrai, parce que nous avons correctement compris le mécanisme du problème. Il s'agit des mitochondries et de la disponibilité du carburant.
Nous rédigeons actuellement un grand protocole de traitement, avec tous les détails nécessaires. Nous mettons également cela en pratique chez les patients atteints de glioblastome et d'autres cancers avancés. Ces patients ne vivent pas seulement quelques mois de plus, ils vivent des années de plus. Pourquoi? Parce que nous avons compris la science. Ce sont vraiment de superbes résultats, et cela me motive. On n'a pas besoin de devenir millionnaire avec ça. Je sais personnellement que toutes ces personnes vivent plus longtemps, parce que nous avons compris la biologie du cancer. Et ensuite, nous avons appliqué ces connaissances de manière pratique. Notre recherche est soutenue par la philanthropie et des fondations privées. Cet argent me permet de mener ces expériences. Je réalise des expériences sur des modèles précliniques et ensuite nous transférons directement ce savoir en clinique. Les résultats parlent d'eux-mêmes, comme dans le cas de Pablo Kelly. Il aurait dû être mort depuis longtemps, il y a de nombreuses années. Il a survécu 10 ans de plus. Il a une femme et ils ont réussi à fonder une famille. Il n'a pas eu à subir une torture toxique qui ne sert à rien. Je parle avec des gens qui auraient dû être morts depuis longtemps et ils sont encore en vie. Je vais bien. Je reçois des appels de personnes que je pensais être mortes depuis longtemps. Ils sont encore en vie et ils vont bien. C'est ce qui me motive. Car cela me montre que nous sommes sur la bonne voie. Le cancer est un problème qui peut être résolu. Le taux de mortalité peut être considérablement réduit. On peut enlever la peur aux gens. Au lieu de cela, les patients sont maintenant motivés. Je sais comment faire. Est-ce que cela fonctionnera pour tout le monde? Non, mais cela aidera beaucoup de gens. La thérapie métabolique est bien meilleure que ce que nous avons aujourd'hui, mais c'est un changement de paradigme. C'est donc une question de temps, avant que tout le monde ne reconnaisse cette nouvelle théorie. Je n'ai aucune idée de combien de temps cela prendra, mais je n'abandonne pas. Nous obtenons des résultats de plus en plus positifs, ce qui continue de mettre la pression. J'ai déjà publié de nombreux rapports de cas positifs. La science doit prendre sa décision sur la base de ses travaux. Et si vous réussissez, que se passera-t-il ensuite? Eh bien, les gens iront mieux. Je ne vivrai pas éternellement, mais j'ai tout fait pour les aider. J'ai étudié les théories de Warburg et je les ai affinées, tandis que le domaine se concentre sur la recherche génétique. Et cela depuis des décennies, sans succès. Nous devons remettre le domaine sur la bonne voie. C'est un problème métabolique avec des solutions métaboliques. La thérapie métabolique aidera beaucoup de gens. Et elle changera aussi notre façon de penser le cancer. Je peux te dire que des personnes influentes veulent ouvrir des cliniques. Je reçois des appels d'Asie, d'Afrique, d'Amérique du Sud. Ils veulent ouvrir des cliniques, car le système actuel ne fonctionne pas. N'oublie pas, en plus de la terrible toxicité physique, les gens font faillite en permanence. Leur mariage se brise parce qu'ils ne peuvent pas se permettre les médicaments coûteux contre le cancer. Les patients meurent et les factures sont transmises à leurs proches. Une situation totalement immorale. Y a-t-il un cas qui vous a brisé le cœur plus que tous les autres? Je pense à Trudy Dupont. Son cas a été le déclencheur du développement de l'indice glucose-cétone, cette formule. Et Pablo Kelly. Nous sommes toujours bouleversés par la perte de Pablo. J'ai connu Pablo pendant longtemps. Je l'ai accompagné et conseillé pendant plus de 10 ans. Et puis, il a une hémorragie cérébrale et meurt. Il était notre exemple parfait de la durée de vie qu'un patient atteint de glioblastome peut avoir avec une thérapie métabolique. Mais il n'est pas mort du cancer. Ces cas, quelques autres, où nous aurions souhaité qu'il puisse vivre plus longtemps, avec le bon soutien. L'opinion de la famille peut aussi avoir beaucoup d'impact. Les patients disent « Je veux faire ce que vous proposez », mais ma femme et mes enfants disent que c'est insensé de le faire. Nous en sommes à un stade très précoce dans ce domaine. Les gens ne prennent pas cela au sérieux. Nous n'avons pas encore vraiment atteint un standard de traitement reconnu. Mais cela viendra. Le mieux serait que toute la famille collabore et le fasse ensemble. Tout le monde dit « Je ne me suis jamais senti aussi en bonne santé de ma vie ». Guy Tannenbaum avait un cancer de la prostate avancé. Il a écrit un livre. Il est présent sur Internet. Il souffrait d'hypertension, de surpoids, d'obésité. Puis il a fait plusieurs cures de jeûne hydrique de 18 jours et s'est guéri lui-même. Les autres problèmes ont également disparu. Son diabète a disparu, son hypertension aussi, et le cancer n'est plus détectable. Est-il guéri pour autant? Aucune idée. Mais a-t-il le cancer sous contrôle? Oui, il l'a. De plus, il est en meilleure santé. N'est-ce pas finalement ce que la médecine veut? Maintenir les gens en vie plus longtemps et leur offrir une meilleure qualité de vie? Combien d'exemples de cas avons-nous encore besoin? Les collègues disent que tout est pur hasard, tout est un coup de chance. Combien de coïncidences veulent-ils encore? Si quelqu'un écoute maintenant, et je suis sûr qu'ils seront nombreux, des milliers,
Des dizaines de milliers de personnes qui luttent actuellement contre le cancer ou qui ont reçu un diagnostic précoce. Je sais. Cela me donne mauvaise conscience. Non, tous ces cas. Ils me demandent tous. Qui m'aide? Personne ne fait cette thérapie métabolique. Aucun hôpital. Tout ce que je dis n'a jamais été enseigné aux oncologues pendant leur formation. Que dites-vous à ces personnes? Je suis désolé que l'establishment médical ne reconnaisse pas encore ce que je dis. Tu sais, le changement doit venir des gens eux-mêmes. Il ne viendra en tout cas pas des principales facultés de médecine. C'est certain. Il continue simplement comme avant. Le statu quo est très rentable. Le statu quo est très lucratif pour ces gens, mais il n'aide pas les patients atteints de cancer, aussi bien qu'il le pourrait. N'oublie pas, nous ne jetons pas toutes les méthodes par-dessus bord. Nous demandons simplement aux gens d'utiliser mieux les outils que nous avons. Nous n'avons pas besoin de rejeter les immunothérapies ni la radiothérapie. Nous n'avons pas besoin de rejeter les substances toxiques. Mais nous devons comprendre comment les utiliser lorsque le patient est en cétose. Les données le prouveront. Cependant, le problème est plus fondamental. Le médecin dit « J'aimerais le faire, mais je perdrai ma licence si je le fais. » Qu'est-ce que c'est que ça? Actuellement, on ne peut pas changer le standard de traitement sans avoir des problèmes. Il doit cependant être plus flexible. De nouvelles preuves doivent être prises en compte. Les chercheurs ne lisent souvent pas eux-mêmes les articles ou ne croient pas aux données, ne s'occupent pas de la théorie. Le docteur Seyfried ne peut pas avoir raison si 99% du monde a une opinion différente. Chacun veut seulement voir confirmer ce qu'il connaît déjà. C'est un mouvement de bas en haut, pas l'inverse. C'est malheureusement l'état actuel des choses. Cela doit changer, cela va changer car nos recherches font progresser le domaine de plus en plus. Les gens commencent à le reconnaître. Une fois que le changement se produira, ce sera un changement énorme. Le domaine devra se réorienter. Nous avons une tradition dans ce podcast où le dernier invité laisse une question pour le prochain invité, sans savoir à qui elle est destinée. La question qui vous a été laissée est la suivante. Imaginez la fin de votre vie. Vos amis les plus proches et les membres de votre famille sont à vos funérailles. Que vous imaginez-vous ou espérez-vous qu'ils disent à votre sujet? Il a changé. La direction de la recherche et du traitement du cancer dans le monde, de manière positive. Quelque chose comme ça peut-être. C'est vrai, professeur Seyfried. C'est exactement ce que vous faites en réalité. Vous savez, je ne trouve même pas un mot qui décrive l'importance d'une telle mission. Car tant de personnes luttent contre le cancer, comme si c'était une sorte de boîte noire opaque, au hasard. Une maladie qui nous frappe par hasard. Les gens sont choisis comme à la roulette, et leur vie est détruite de nulle part. Rendre plus d'informations disponibles sur les véritables causes du cancer nous permet de chercher de meilleures solutions pour cette maladie, qui a toujours été vraiment complexe et difficile à comprendre. Merci beaucoup pour cela. Votre travail repose, je crois, presque entièrement sur des dons philanthropiques et caritatifs, n'est-ce pas? C'est exact. Ils font surtout des dons à mon université, le Boston College. Nous sommes une université jésuite à Boston, dans le Massachusetts. Nous suivons la philosophie du service du prochain. L'argent nous parvient aussi par d'autres fondations. Où doivent aller les personnes qui souhaitent faire un don? Sur votre site web, il y a un bouton de don. Les gens peuvent simplement faire un don via l'université de Boston. Sur le site web de biologie de mon université, il y a un bouton de don. Et chez Travis Christoffersen, la Foundation for Metabolic Cancer Therapy. Tout est en ligne. Il soutient notre recherche par des dons caritatifs à sa fondation. Je veux encourager tous ceux qui soutiennent votre mission à visiter le site web de votre université. Il y a un bouton de don là-bas. Cliquez dessus pour faire un don. Oui, exactement. Cela passe aussi par la fondation de Travis Christoffersen, la Foundation for Cancer Metabolic Therapies. La fondation de M. Christoffersen est également en ligne. Quand des patients m'écrivent un email, je leur envoie les liens vers ces fondations. Personnellement, je ne suis pas autorisé à accepter de l'argent de qui que ce soit. C'est important. Ce n'est pas possible. Souvent, les gens veulent me donner de l'argent directement. Mais ce n'est pas possible. Ils doivent le donner directement à l'université. Cela passe ensuite par moi, pour soutenir ma recherche via l'université. Docteur Thomas Seyfried, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Et je suis profondément inspiré et éclairé par tout ce que nous avons discuté. Et je pense qu'il y a des choses simples que je vais mettre en œuvre dans ma vie. Je vais acheter un de ces appareils pour pouvoir surveiller mon GKI, l'indice glucose cétone. Oui, le GKI. Merci beaucoup de m'avoir permis d'être ici.
car ton engagement et celui des autres sensibilisent les gens au fait qu'il existe des alternatives qui fonctionnent. Lorsque le système finira par changer, les résultats ne seront plus aussi sombres qu'ils le sont aujourd'hui.